Bonjour Rémi. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission live de Trek in Storia. Salut Cyril, comment ça va? Eh ben écoute, très bien Rémi, on sort de Covid, donc on va très bien. Et on est Ah oui. ravis de retrouver tous ces tribules qui composent nos auditeurs. Ils pullulent, ils sont bien trop nombreux, on va s'en occuper. Ils pullulent et ils se reproduisent entre eux seuls. Il y a des conflits. Eh bien, ce soir, Cyril, on se retrouve. J'ai pas de lancement. Si, tiens, on n'a pas reparlé depuis qu'on s'est vu des nouvelles séries. Moi, j'ai pas regardé Prodigy. On en a parlé un petit peu en off. Qu'est-ce que tu as commencé à regarder? Bah, c'est pas mal, je trouve que du coup j'avais un peu d'a priori après Lower Deck qui avait quand même mis la barre un peu haute au niveau dessin animé Star Trek. Bon, il faut aimer, toi t'aimes pas, t'es un rabat-joie de la vie, mais bah, j'ai bien accroché à Prodigy, c'est super cool de retrouver en plus des petites... comment t'expliquer? Il y a plein de petites intrigues en suspens. Et c'est assez intéressant tout en étant quelque chose où il y a des valeurs assez fortes pour les enfants. Et c'est pas horrifiant non plus pour les enfants, quoi. Donc je trouve que c'est une bonne entrée en matière dans la science-fiction, étant donné qu'on a des épisodes, par exemple, temporels, classiques Star Trek, mais bien expliqués. D'accord. Voilà. J'ai écouté, je sais plus si c'était ce matin, non, c'était hier. Hier matin, j'ai écouté le podcast du Quadrant Pop avec Alain Carazé qui explique un peu comment la série a été achetée, tout ça, machin. Et alors, j'ai pas du tout regardé Prodigy, j'ai vu quelques bandes annonces, quelques images, mais voilà, moi, ça me branche pas trop. Je regarderai quand ça viendra sur une plateforme de streaming classique. Et j'ai pas trop aimé un truc que disait Alain Carazé, c'est que il y est allé voir les premiers épisodes avec des amis qui ne connaissaient rien à Star Trek, et quand ils sont sortis, ils ont dit ah ouais, on dirait vachement du Star Wars. Oui. Et donc il disait que c'était chouette parce que ça voulait dire que le produit allait bien se vendre, mais moi c'est pas ce que je veux voir chez Star Trek. Bah, après, Mais après, bon. Il y a du visuel Star Wars et de l'esprit Star Trek. il y a Le effectivement... quotidien déjà d'avance. c'est pas de la Star Trek, en fait. À part qui est Janeway et un vaisseau de la Fédération, c'est pas super Star Trek. Hein. Il y a un petit D'accord. côté Clone Noir assumé. Hein. Ok. Noir dans la narration, et puis pouvoir de l'amitié, tout ça. Mais de toute façon, c'était pour un public enfant. Oui, Voilà. il faut les accrocher. Voilà, après, si on avait vraiment des adolescents aussi dégourdis que ça, la France irait beaucoup mieux. Mais, mais oui, il y a par exemple le gros extraterrestre en pierre, là, tout baraque, tout balèze, c'est une petite fille. C'est marrant, quoi. Voilà, donc c'est une petite fille qui doit pas avoir plus de 12 ans, quoi. Et D'accord. avec ses problèmes de petite fille, genre je veux pas être toute seule, j'ai besoin de copains, tout ça, quoi. Et oui, il y a beaucoup de problématiques sur un truc qu'on a retrouvé souvent dans Star Trek, c'est se construire une famille avec des inconnus, et avec ce côté très maternel de Janeway, quoi. Donc effectivement, il y a cet ADN Voyager. Voilà. Et il y a un mystère. Alors c'est vrai que ça fait très Clone Noir avec ce mystérieux méchant. Voilà, on a commencé à percevoir un début de réponse sans spoiler, parce qu'on commence à voir d'autres personnages de l'univers Star Trek. Voilà. D'accord. Après, tu parles de Clone Wars. Clone Wars a très très bonne réputation auprès des fans de Star Trek, de Star Wars apparemment. Moi, j'ai jamais regardé non plus. J'ai un peu honte. Mais pour dire que comme quoi une série peut très bien être destinée à un public enfant et plaire à tout le monde, quoi. Donc il y a pas, j'ai aucun grief envers Prodigy. Je tiens à le préciser parce que je sais que, comme tu l'as dit, tout le monde pense que je suis le râleur de service, mais bon, voilà. D'ailleurs, je parlais du cadran pop. J'ai écoutez, aujourd'hui, pour le coup, l'entrevue qu'ils ont fait, que Guigui a fait avec la comédienne de doublage de la capitaine de l'autre série, de Lower Decks, et c'était très intéressant. Voilà. Voilà. Non, mais puis c'était marrant de savoir qu'ils y connaissent rien, en fait. Ah ben ça c'est oui, mais ça quelque part, Oui, moi je trouve ça assez. Ils ont pas le temps. Voilà, oui, et puis je trouve ça assez normal. C'est pas, voilà, c'est quand même un public niche. Star Trek, c'est pas fait pour tout le monde.
j'ai pas de problème là-dessus. Et pour finir sur Prodigy, il y a quand même un côté où ils respectent un peu le matériel. Il y a un épisode sur le Kobayashi Maru. Je vais y arriver, il faut l'éternuer. Et c'est très rigolo parce que les élèves doivent choisir leur équipage. Et il y a 2-3 équipages assez hétéroclites où tu te retrouves avec Spock, Odo, où tu te retrouves avec des anciens personnages. Et t'as la petite larme à l'œil en sachant qu'ils sont morts il n'y a pas longtemps, quoi. Alors juste parce qu'il y a des personnes qui commentent sur le Discord. Guigui, tu peux venir directement sur le live Twitch pour commenter parce que je reçois les notifications sur mon téléphone, mais Cyril va pas les voir. Oui. Il dit que Prodigy c'est le feu. Il dit les 5 derniers épisodes font plus Star Trek, notamment celui avec l'anomalie dimensionnelle. C'est ce dont tu parlais en effet. Voilà. Et je viens de recevoir un SMS de Matou qui me dit que je suis très mal habillé. Je t'enquiquine, Matou, je sors du travail. Voilà. Bien, Cyril, ce soir, on va évidemment aborder les questions, pas les questions, mais j'ai posé des questions, moi, pour une fois, aux personnes qui nous écoutent. Mais avant de les lire, j'aimerais que tu nous dises quel sera le sujet de cette émission. Alors, le sujet, aujourd'hui, on va se poser la question. Est-ce que les films Star Trek, c'est du Star Trek ? Ah, ça tombe bien que tu montres désolé, ça tombe très bien que tu montres l'autobiographie de Jean-Luc Picard. Je l'ai à la maison, je l'ai pas encore lu. Pareil. Elle est dans un carton pour le déménagement. Tu l'as lu ? Pas du tout, j'ai pas encore eu le temps. Ok, ce sera peut-être le sujet d'une prochaine... d'une prochaine Star Trek pour les nuls. Oui, mais on en parle. Je vais en faire un épisode de Star Trek Historia. J'ai la fac à monter aussi. Elle a été enregistrée et j'essaye de la sortir dans la semaine. Ok. Bien. Donc, les films Star Trek sont-ils vraiment du Star Trek ? Eh bien, je voulais pas un petit peu divulguer le thème de cette émission avant qu'elle arrive. Donc, moi, j'ai posé une question aux personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux et sur le Discord. J'ai demandé quel était, à leurs avis, le film le plus trekien d'après les personnes qui nous écoutent. Alors, on a eu quelques réponses. Je sais pas, on ne sait pas parler. Tu veux qu'on en lise une chacun notre tour, ou je lis tout ? Lis tout. Je veux la surprise. Lipoutou. On a donc Kenshiro. Alors, bon, il n'y a pas eu de c'est quoi le terme déjà ? Il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu de consensus. Ce qui m'a surpris, hein. Je m'attendais à certains films ressortir plus que d'autres, mais en fait c'est un peu dispatché. Kenshiro 72 nous dit que pour lui c'est le premier film qui est le plus trekien parce qu'il colle le plus avec l'âme de la série classique, découvrir de nouvelles espèces, avancer vers l'inconnu au mépris du danger, etc., etc. C'est vrai. Oui, et puis on verra. Moi, j'ai bossé sur ma définition tout à l'heure et vous verrez effectivement le premier colle parfaitement à la définition que je vais vous proposer. Matou a confirmé, il a dit le 1 pour TOS, pour la série originale. On a Winnie Taniguchi de chez Galaxy Pop qui nous dit, lui, la colère de Khan. Alors quand je lui ai demandé est-ce que tu peux un peu développer, il répond transhumanité fâcheuse. Alors voilà, je pense que ce qu'il entendait par là, c'était le combat, le thème qu'on voit dans ce film, c'est le combat entre l'inné représenté par Khan et l'acquis représenté par Kirk. Je pense que c'est de ça dont il voulait parler. Oui, et puis il a raison. En plus, c'est un épisode qui répond. Enfin, c'est un film, tu vois, je fais l'erreur. C'est un film qui répond à un épisode de la série classique. Donc, on y reviendra dans quelques minutes. Le Dragor nous dit ça dépend de ce qu'on appelle trekien. Eh ben ouais. De toute façon, Dragor il répond toujours par une autre question. C'est le maître Yoda de Star Trek. C'est le 5 pour lui est le plus proche de la série originale. Sinon, sur Star Trek en général, il hésite entre le 1 et le 8. Le 8, c'est quoi ? C'est First Contact ? Oui, je crois. Mais il manque des éléments dans chacun d'entre eux pour que ça soit vraiment ça. Du coup, le 5 lui semble un bon compromis. Bonsoir NC Sébastien, bienvenue. Oui, tu es d'accord, le numéro 5 ? Le 1 ? Le numéro 5, non, le numéro 7. Pardon. De quoi, First Contact ? Alors ça y est, je suis perdu. Donc le 5
pour la série originale et le numéro 7 de manière générale. D'accord. Numéro 7, First Contact. Numéro 8, Insurrection. Ton préféré, Insurrection. Ouais. Matou dit aussi le numéro 7 pour TNG. Et alors, elle a disparu. Est-ce que si Guigui le gentil est sur le chat, il me semble qu'il avait dit le numéro 1, mais j'ai perdu la copie-colle. Du coup, s'il peut nous le confirmer, je crois bien qu'il avait dit le numéro 1. C'est bien Génération. Ouais, merci Bastien. Ou Sébastien, je ne sais pas. Papa Chat se demandait si le 7 n'avait pas juste flatté son côté fanservice. Voilà, ça je vais en parler bientôt, enfin un peu plus tard dans l'émission. Mais il dit s'il ne devait en garder qu'un seul, il resterait sur le numéro 1 car l'Enterprise y est bien plus présent. Et pour lui, c'est un personnage à part entière. Je suis d'accord. Alors, j'ai plein de réponses. Ne m'envoyez pas de messages personnels, s'il vous plaît. Non, le 7 c'est Génération, le 8 c'est First Contact. 8 First Contact, 9 le 9 c'est Insurrection et 10 Nemesis, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Le 7 c'est bien Génération. Donc, d'après Dragor, c'est le 7 qui semble être le film le plus le plus trekien. Et c'est super. Guigui confirme, oui, il avait bien dit le premier. Et il confirme comme Matou 7 et 8. Bon, bref. Et Arcadie Picardi botte en touche. Il botte en touche parce qu'il nous dit pour lui c'est Galaxy Quest. Car même s'il n'est pas estampillé Star Trek, il en reprend tous ses aspects, tant dans la narration que sur son impact, et en ressort tout ce qu'il y a de plus jouissif. Et je l'ai vu sans vraiment connaître Star Trek à l'époque, et pourtant j'ai réussi à comprendre tous ces enjeux et pourquoi c'est cool. Bah, si on est là, ouais, bon après Zurville c'est une série, donc Voilà. Alors moi j'avais bien précisé pourtant dans ma question de la saga Star Trek, mais quelque part voilà ce qui c'est dans naturel, ouais. Voilà, et puis c'est quand même le film qui essaye de décortiquer l'esprit trekien pour le vulgariser le plus possible. C'est le seul film à ma connaissance qui fera ça. Ça se moque ça se moque. Ça parle de l'esprit convention qu'ont les fans de SF en général, et ça parle aussi de la série, quoi. Exactement. J'étais trop pertinent, tu sais plus quoi dire. Non, mais c'est juste que ça continue de réagir sur le Discord et alors attends, je vais essayer de faire un peu plus proprement. Le Twitch chat ne marche pas apparemment. Si, moi j'ai NCC Bastien. Et Matou, non, je ne bois pas, je bois du café estampillé Galaxy Pop. Galaxy Pop. Vous pouvez nous écouter sur le podcast, c'est l'occasion d'en parler. Avec Kurt et Isa, on parle des achats d'occasion qu'on a fait, que ce soit en Blu-ray, en film, en comic book, en bande dessinée de manière générale. On fait gagner des cadeaux assez régulièrement, c'est très cool. Voilà. Et j'y parle pas Star Trek parce que je sais que les gens sont un peu déçus quand je parle pas de Star Trek. Mais bon. Bien, je crois qu'on a fait le tour des réactions sur quels sont les films les plus trekiens. Et au début, je disais qu'il n'y avait pas vraiment de consensus, mais en fait, je me suis rendu compte que sur 8 réponses, il y en a bien 7 qui ont cité le premier film comme étant le plus trekien. Le premier film qui est un film contemplatif. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'action. C'est pas ça l'esprit Trek, c'est pas l'action, c'est l'esprit explorer. Donc quelque part, on a une anomalie, on va l'explorer, on va voir ce que c'est. Et justement, pourquoi on s'est posé cette question en préparant l'émission ? C'est parce qu'on s'est rendu compte que souvent les films Star Trek, c'est des blockbusters. Ils sont pensés comme des blockbusters, quoi. Ne serait-ce que à partir du 2, 3, 4 qui sont pensés comme une trilogie, donc pour perdurer dans le cinéma. Les autres, ils sont dispensables, mais effectivement après arrive Génération, qui est un gros blockbuster et qui a été vendu comme un blockbuster. First Contact, ça pète toutes les 10 secondes. Michael Bay à la réalisation, ça aurait pas été étonnant. Et sans parler des films de J.J. Abrams aussi, ou même d'Insurrection. Insurrection, même si c'est pas mon préféré, il y a quand même une cadence scénaristique qui fait que le film ne s'arrête jamais, quoi. Il y a des blagues, Insurrection, tu vois, il y a plein de blagues, il y a plein de mises en situation, il y a la guerre dans tous les sens.
à tel point que beaucoup de fans ne se reconnaissent pas dans Insurrection, par exemple. Et c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que Insurrection est chiant et long et mal rythmé. C'est mal amené. Enfin, on en a déjà discuté 10 millions de fois. Insurrection, il est super mal amené et t'as l'impression que c'est un film qui est écrit pour Stewart pour qu'il cabotine tout le long, quoi. Et on place des vannes qu'on n'avait pas pu passer dans les épisodes. Voilà, après, c'est mon avis. Mais par exemple, Nemesis, il est pensé comme un film sombre, très post-11 septembre. C'est un film sombre. Hein, oui, mais pour le coup, tu parlais il a été pensé pour Stewart à propos de Insurrection. J'aurais plutôt dit Nemesis, ça a été très pensé pour Stewart, qui s'éclate avec son buggy et qui s'amuse. Voilà, et c'est vrai qu'on reconnaît pas. Alors, justement, ma définition, c'est celle-là. C'est quand on regarde un épisode de Star Trek. C'est comme un épisode de Stargate, c'est comme un épisode de SF classique des années 2000 ou 90. Les gens, on a des personnages qui évoluent peu en fait tout au long de la série. C'est-à-dire que quand ils sont dans un épisode face à une nouvelle situation, ça n'a pas d'impact énorme sur ce qu'ils sont réellement. C'est limite si l'épisode suivant ils ont oublié ce qu'ils ont vécu. Je vais prendre tu vois, le syndrome Daniel Jackson dans Stargate. Le mec il meurt 10 fois. C'est comme mettre un œuf au micro-ondes quoi, dans sa tête quoi. Mon allégorie, je ne sais pas où je vais avec cette allégorie, mais je pense que vous voyez où je vais moi. Voilà. Mais c'est comme la mort dans Marvel. Oui, voilà. C'est bref, et en fait Star Trek c'était ça, c'est-à-dire qu'on nous mettait face à des situations dans chaque épisode où on nous faisait réfléchir sur une situation, une philosophie, voilà, et les personnages retournaient à leur vie quotidienne, peut-être en étant un peu plus sages, mais dans l'épisode suivant, ça n'avait pas d'incidence. Or, dans un film, un bon film, quand tu veux bien le faire, il faut que... Alors, on a une petite remarque de Papa Chat, je pense que tu l'as vu. Les amis, ma femme me fait remarquer que vous devez être sacrément célibataire pour faire une émission le soir de la Saint-Valentin. Oui, on pense tous les trekkies qui n'ont pas encore trouvé leur Imzadi. Ceux qui comprennent expliquent aux autres. Mais pour revenir à ça, dans les films, dans tout bon film de toute façon, vous avez une situation initiale. Le personnage, le marié 2 enfants, oui c'est une série dégueulasse. Je lis les commentaires en même temps, pardon. Dans la plupart des films, le personnage initialement est dans une situation. Il va rencontrer un événement ou des événements qui vont le forcer à se remettre en question, à acquérir un nouveau savoir pour, à la fin du film, résoudre le problème. Et même si, entre guillemets, il revient à son point initial, ce n'est plus la même personne qui revient au point initial. Et par exemple, First Contact, c'est exactement ce film-là. C'est-à-dire qu'on a un Picard qui se retrouve seul au monde en perdant sa famille au début du film. Et tout le long du film, il n'essaye que de faire d'une chose, c'est de sauver l'humanité, puis... non, c'est dans Génération où il perd sa famille. Et tout le long du film, il se pose la question du sens de la famille, du sens du devoir, face à un cœur qui, lui, a décidé de vivre sa vie et de ne plus assumer ses responsabilités de sauveur de la galaxie, quoi. Et c'est tout le film, à tel point qu'à la fin du film, pour ceux qui l'ont pas vu, attention spoiler, à la fin du film, l'Enterprise D s'écrase, donc l'enceinte de la famille se détruit, donc il repère encore une fois sa famille, mais c'est pas grave parce qu'il a compris que le vrai sens de la famille, c'était les liens et pas le vaisseau, quoi. Et donc il sait pertinemment qu'il y aura un autre vaisseau qui va être construit, où ils pourront tous se retrouver. Et c'est exactement... Oui, tu vois, je réfléchis des fois. Et c'est exactement le cas de figure. Pareil, First Contact, c'est encore une fois... Et encore une fois, c'est toute la définition que je donne. C'est-à-dire qu'à chaque fois, même si les personnages secondaires vont vivre des sous-intrigues, c'est centré sur un seul personnage qui est à chaque fois le capitaine Picard. Dans First Contact, c'est le capitaine Picard qui a un désir de vengeance face à ce que lui ont fait subir les Borg. Il a l'occasion de régler ses comptes et il faut qu'une terrienne du 21e siècle lui explique que la vengeance le mènera nulle part. Et à la fin, il se rend compte que la vengeance l'a amené nulle part. Il a pu sauver les gens, il a pu sauver la timeline, et même s'il y a la sous-intrigue de Data, il a sauvé la brebis égarée, quoi.
qui aurait pu aussi partir avec ses persécuteurs. Némésis aussi, voilà, encore une fois, Némésis c'est un miroir de ce qu'il aurait pu être, et à la fin il comprend que c'est tout ce qu'il a vécu qui fait qu'il est le capitaine Picard, mais qu'il aurait pu être Shenzhou, ce double maléfique. Shinzon. Shenzon, voilà, bref. Et tous les films après J.J. Abrams sont sur ce modèle-là, quoi. À la différence qu'ils sont construits sur un système de buddy movie. 2 gars qui ont rien à foutre ensemble, enfin 3 gars presque avec Bones, qui ont rien à foutre ensemble et qui se retrouvent à collaborer dans les 3 films, quoi. Dans les 2 premiers, le 3e c'est un peu différent, mais ouais, tout à fait. Voilà. Et ok. On n'est pas dans les épisodes de Star Trek, voilà. Ceci est ma définition. Ça repose en fait sur ce que j'allais faire pour répondre à la question est-ce que les films Star Trek c'est bien du Star Trek ? Eh bien, oui, tous, et non, aucun à la fois. Parce que Star Trek, l'essence même de Star Trek, malheureusement, j'ai l'impression qu'il est dans le format série télé. Et c'est peut-être aussi ce que ne retrouvent pas les gens dans Discovery. Parce que dans Discovery, les gars, ils vont de traumatisme en traumatisme, quoi. Tu vois, ils souffrent, t'as l'impression que... déjà, c'est très chiant parce que t'as l'impression que Burnham est un messie christique qui est destiné à souffrir toute sa vie, quoi. Et ce qui fait peut-être que les gens se retrouvent pas dans Discovery à cause de ça, notamment. Je sais pas. Peut-être. Vous avez été trop pertinent. Attendez, je vais redevenir plus débile. Mais par contre, pour parler du film 1, oui, le film 1, c'est du Star Trek. Le film 1, les personnages rentrent, n'évoluent pas, n'ont pas un impact, même s'ils découvrent la réalité de Scavenger à la fin. À part les personnages secondaires qui, voilà, pour ceux qui ont vu le film vont comprendre. Mais sinon, Kirk il reste Kirk, et en plus il récupère un vaisseau à la fin. Spock reste Spock, tout le monde reste tout le monde, quoi. À la fin du film, on est à la même situation que dans n'importe quel épisode, quoi. Oui, c'est un épisode rallongé. Vers de nouvelles aventures. Oui, de toute façon, c'est un épisode rallongé avec beaucoup plus d'exploration, machin. Mais il y a quand même toute une réflexion. La fin, je sais pas. Oui, on se permet de divulgacher les fins. La fin avec Decker qui fusionne avec Vidger. Pour le coup, moi, je me dis c'est vachement trekien dans l'esprit parce que c'est quand même, on va aller au contact le plus pur possible avec une nouvelle espèce, savoir ce qui se passe, tout ça. Alors, il y a du gros décalage entre image et son. Je suis en train d'y répondre. Moi aussi, j'ai un petit décalage, mais c'est normal parce que on est sur un système qui est. Un jour, on vous fera voir les coulisses. Mais. Ça veut dire que Cyril ne porte pas de pantalon. C'est ça les coulisses. Et là, je suis en train de faire un mouvement circulaire avec un appendice. Et donc... Bon, le premier, on est assez d'accord. C'est un soft trek. Ouais. Non, mais clairement. Sachant, oui, ce que je voulais dire, pour ceux qui jouent à Star Trek Online, il y a le retour d'un des personnages du film 1. Les films avec Attila, le 1, c'est ça ? Oui, voilà, qui est arrivé en 11. Et là, tu réfléchis, ça y est, t'as compris. Et trop de blagues ce soir. Spécial dédicace à Philippe Bouvard. Mais NC Sébastien demande si c'est Ilia. Oui, voilà. Il y a le retour d'Ilia dans le nouvel épisode de Star Trek Online. Ok. Et oui, ils n'ont pas pu faire revenir l'acteur qui jouait Decker, puisque maintenant il est blacklisté. Un petit peu, oui. Il aime un peu trop les jeunes filles. Voilà. Le deuxième film ? Le deuxième film, il se prend dans la continuité du deuxième, du troisième, du quatrième, étant donné que c'est une trilogie. Ouais. Voilà. Mais dans son esprit, il est quand même... moi, à la base, le deuxième film, j'ai à plusieurs reprises dit que je l'aime pas trop en tant que film, mais bon, il a quand même un esprit sur... comme on disait, comme le disait Winnie tout à l'heure dans les réactions, il y a la réflexion sur l'acquis contre l'inné, il y a tout l'arc de la réflexion sur le vieillissement aussi de Kirk. Et de l'équipage. Les autres
les membres d'équipage ont l'air d'accepter de vieillir. Il y a que Kirk qui a du mal avec ça, je trouve. C'est quand même des questionnements assez tréquiens. C'est sûr que toute la partie combat de sous-marin, combat naval dans la nébuleuse, c'est vachement baston en fait. Je sais pas. Après, t'as aussi le côté très années 80. C'est-à-dire que c'est ces 3 films qui sont avec leur époque. C'est-à-dire avec un début de prémisse de série qui marche un petit peu sur le feuilletonnage. Il y a pas mal de séries dans ces années-là où tu as des cliffhangers en fin de saison. Tu trouves dès le premier ? Non, dès le deuxième. Dès le premier de la trilogie, dès La colère de Khan. Tu as ce côté un peu feuilletonnant, je vais pas dire de conneries, mais qu'on va retrouver après dans Retour vers le futur. Retour vers le futur, c'est 3 épisodes, quoi. Après, c'est juste à cause de la mort de Spock. Et puis la temporalité, le 3 se passe genre 15 jours après. Oui, mais enfin, immédiatement après la fin du 3. Quand tu découvres la saga au cinéma et que tu sais pas que le 3 est la suite directe. Il y a même un résumé dans le film. On te fait un résumé, tu sais, comme. Oui, dans le 3e, mais. Non, dans le 4e aussi. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas certain que La colère de Khan était écrit comme le début d'une trilogie. Avec la fin. Ah oui, effectivement, avec Leonard Nimoy qui voulait peut-être pas revenir après ou être moins impliqué dans la saga, oui, peut-être, ouais. Mais ça, je pense que Guigui pourra rapidement nous le dire, quoi. Mais oui. Juste pour répondre à NCC Sébastien qui dit Khan, c'est un homme super intelligent, mais il ne pense pas en 3 dimensions, c'est fou. C'est le propos du film en fait, c'est l'inné versus l'acquis, parce que Kirk il a passé sa vie à se battre en 3 dimensions justement, là où Khan il était sur Terre à la base quand il a conquis son monde. Gueuler, apparemment dans Strange New World, il y aura une descendante de Khan. Pourquoi pas, écoute. De toute façon, à part du fanservice, bon, pardon, ça y est, ça commence. Arrête de me parler de ça. Mais oui, donc, après, si on part après dans le film, après les autres, là, Frontières Infinies, on remarque, ils sont tellement nanardesques qu'ils font épisode de Star Trek. Tu sais, l'Ultime Frontière et c'est quoi l'autre ? Arrête, c'est pas des nanars. Stop, attends. Tu vas trop vite. Le retour de Spock. Le retour de Spock. Donc, le deuxième, ça reste du soft Trek. Ouais. Pas de la même manière que le premier, mais en termes de quantité, j'aurais dit à peu près pareil. À la recherche de Spock aussi, t'as raison. À la recherche de Spock, j'ai beaucoup plus de difficultés. Parce que, ça nous parle un peu d'amitié. Ça nous parle de pas grand-chose de plus, j'ai l'impression. Et des fois, tu sais, j'ai l'impression, là, on part sur un autre sentier, mais des fois, j'ai l'impression qu'à la recherche de Spock, c'est un peu la nouvelle génération qui s'est pas retrouvée. Avec tous ces nouveaux personnages qu'on nous met et qui, servent à rien après, quoi. Et oui. À part cette idée de la planète qui revit en même temps que le corps de Spock, qui est assez relativement intéressante. Ouais, ça n'a pas été exploité plus que ça, au passage. Oui, et puis c'est pas trekien en fait, c'est juste un concept de SF un peu bon. Et puis après, on a Retour sur Terre qui est voilà. Mais rien que dans son titre, tu sens que c'est la suite, quoi. Retour sur Terre, quoi, voilà. Oui, alors pour le coup, Retour sur Terre, ça contrebalance. Je trouve que là, pour le coup, c'est le film entièrement trekien dans son esprit, mais par contre, elles sont où les étoiles, quoi. Il n'y a plus de stars, il n'y a plus de Trek. C'est une fin de saison trekienne. C'est-à-dire avec un épisode temporel. Ouais. Voilà. C'était oui, c'est la saison 2 qui se termine avec un épisode sur Terre. Flûte, j'ai perdu le nom de cet épisode super cool. Un lancement d'une nouvelle série, oui. Flûte. Assignment Earth. Oui, c'est un peu la même chose. Donc dans l'idée, ça l'est, mais dans la forme, pas tant que ça. Okay. Bien. Alors, on va parler du 5e film, l'Ultime Frontière. C'est un mauvais épisode de la série, quoi. Oui, mais voilà, mais c'est hyper trekien. Oui, voilà. Oui, là, on est d'accord. Oui. C'est juste que ce n'est pas un film de cinéma, en fait. Donc, l'esprit Trek y est, la réal est moins... Oui, c'est un téléfilm. Voilà.
Ouais, mais c'est ça en fait, c'est compliqué de conjuguer, c'est ce que tu disais en préambule, c'est compliqué de conjuguer les deux. En fait, si tu veux, autant assumer son fait directement quand la série originale veut parler de racisme, par exemple, elle fait des bifaces, un côté noir, un côté blanc, ça nous semble ridicule, ça l'était très probablement déjà à l'époque. Je pense, mais c'était divertissant et instructif. Au cinéma, ça devient juste ridicule. Donc, c'est très compliqué d'arriver à faire en sorte que le propos ne prenne pas le pas sur la mise en scène, la construction de l'univers. Et c'est pour ça, je pense que tant de personnes détestent le 5 parce que le 5e, son propos prend clairement le pas sur sa réalisation, quoi. Sur la diégèse du film. Ouais. Bon, c'est pas un ultra grand réalisateur qui l'a fait aussi, donc voilà, forcément. Si le 5 avait été fait par Nicolas Meyer, il y aurait eu possibilité de faire bien plus grand. Donc, le 6e film, En Terre Inconnue. C'est pareil, ça serait un bon épisode de Star Trek. Là, pour le coup, il est vachement cinématographique. Mais du coup, l'action du film est pas... on est sur un complot... Oui, remarque, oui. Je suis pas très... Ouais, voilà. Moi, j'allais dire, le 6e film, quand même... Bon, on a de l'exploration dans le sens où on voit des choses. On a Rura Penthe, ça se passe pas mal dans l'espace. Je sais plus les environnements différents qu'il y a, mais ouais, on va sur la planète mère des Klingons. Il y a de l'exploration de l'univers physique. Niveau relation, c'est très ancré dans son époque de production, le mur, le conflit de la guerre froide. Du coup, ça transpose Star Trek dans un univers extrêmement concret. Et politique. Et politique. Le film le plus politique, quoi. Ouais, est-ce que ça le rend trekien ? C'est un peu compliqué. Quand tu regardes DS9, où il y a beaucoup de rapports sur la politique, la géopolitique, les enjeux de certains peuples, bref, non, moi je trouve que bizarrement, c'était peut-être un film annonciateur de ce que serait DS9, par exemple. Oui, on quitte les années bénies d'avant et après guerre mondiale. De ce que pourrait être Enterprise à moindre niveau. Béni. Désolé pour mon choix de mots un peu pourri. Ouais. Oui, Star Trek Enterprise sera là. Bon, donc dans les films de la série originale 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est assez vague, c'est un peu mélangé, c'est compliqué de trouver un juste milieu. Soit on est un film cinématographique, soit on est un film trekien, mais on a du mal à être bien dans les deux. Les films TNG ? Génération, je sais pas ce que j'ai dit au début, mais je sais pas, quand même, avec le Nexus, c'est un concept, quoi, le Nexus, quoi. C'est un concept, oui. Bon, alors il y a le côté, faut pas vivre dans ses rêves, faut pas rester enfermé, mais j'ai l'impression que le film se perd vachement en caressant les fans de Star Trek dans le sens du poil. 2000, tu sais, le côté New Age fin 2000 qu'on recherchait à essayer de comprendre si l'univers était bien ce qu'on croyait qu'il était, quoi. Ouais. Il est un peu... Ouais, voilà. Moi, j'ai du mal avec Génération. Hein. Je peux comprendre que beaucoup de gens l'aiment. Génération, c'est qu'il ressemble vachement à un film de Noël. Oui, de toute façon, il y a une scène de Noël à l'intérieur. Ouais. Et c'est la famille, et puis, je pense que c'est un tour d'adieu aussi. On retrouve Guinan, on retrouve on retrouve Whoopi Goldberg, on retrouve pas mal de personnages comme ça, où on essaye de construire un lore, mais... Moi j'ai une affection pour Génération, peut-être parce que c'est aussi un des premiers films que j'ai vu au cinéma, donc peut-être que je suis pas bon juge, quoi. Ouais, non, mais oui, niveau affectif, ok, mais bon, niveau esprit trekien, je suis pas certain. Il y a un grain cinématographique dans Génération. Bon, après, voilà, c'est peut-être moi. Je sais pas, cinématographique... Il y a Jean-Paul Gaultier déguisé en extraterrestre, mais bon, il est pas impressionnant comme film, sa mise en scène n'est pas fou, c'est beaucoup de plans fixes. Ouais, il y a la passerelle, la scène de fin, quoi, la fermeture du film qui est un peu ciné, presque James Bondien dans l'idée, mais
Moi, je trouve pas que ce soit un grand film de ciné, et je trouve pas que ce soit un grand film de Star Trek. Pourtant, au niveau distribution, il avait tout pour l'être, quoi. Ouais, super acteurs, tous. Bref, First Contact. Alors First Contact, je vais pas me faire beaucoup d'amis, mais je pense qu'un peu comme Génération, c'est pas si trekien que ça. C'est beaucoup de on va aller dans le passé, retrouver les origines de la Fédération, on va mettre les Borg, l'ennemi emblématique, mais bon, il y a un concept, une réflexion autour de Data et de son humanité, c'est certain. Picard avec le côté baleine blanche, ouais. Ouais, voilà, son iCab. Mais bon, là pour le coup, la forme prend le pas vachement sur le fond, je trouve. Oui, et puis il y a des grosses ficelles. Après, blockbuster. Ouais, mais bon, on peut, je pense qu'on peut faire un blockbuster très trekien dans l'idée. Pendant que je dis ça, il y a quelques trucs. Par exemple, quand Picard touche la fusée et que Data lui dit, c'est bon, pourquoi vous avez besoin de la toucher? Picard il dit, j'ai besoin de la toucher pour la rendre pour la rendre concrète. Ça, c'est plutôt trekien dans l'idée. Oui. Puis il y a aussi le retour de personnages un peu emblématiques, genre Reginald Barclay, quoi. Ouais. Oui, mais ça, tu vois, j'appelle pas ça esprit trekien, ça, j'appelle ça esprit nostalgique. Voilà. Bon. Papa Chat qui dit film de Noël avec Kirk qui meurt 2 fois. Oui, joyeux Noël. Donc, First Contact, oui et non, tu vois, là pour le coup, je suis très partagé. Beaucoup plus que Génération. First Contact. Même si on apprend des choses et même si après toute la mythologie d'Enterprise va se fonder sur First Contact. Oui. Voilà. C'est la première fois où j'ai trouvé Star Trek plus divertissant qu'intéressant. Et où il a fallu que je remette le film 2-3 fois pour me dire oui, il y avait le thème de la vengeance, il y avait le thème de ci, de ça, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Le film, tu sais comment il démarre, le film First Contact, quoi. Genre film d'horreur, enfin, tu sais, avec Kirk qui se regarde dans le miroir et bim, il y a un drone. Oui, et puis il y a plein de passages très choquants, simplement, quoi. Le combat en apesanteur sur la coque du vaisseau. Bref. Il n'y a pas de leçon. Oui, voilà, il n'y a pas de leçon. À part Akab. Akab. Insurrection, le film le plus trekien de tous. Voilà. Hein, oui, on parle d'accepter de vieillir. Les gens passent leur temps à discuter dans ce film. Il n'y a que des dialogues. Oui. Des échanges de points de vue. D'ailleurs, j'ai oublié de le signaler, mais dans le 6e film, ça je l'avais noté et je l'ai pas lu, pardon, il y a beaucoup de discussions dans le 6e film, hein, donc en terre inconnue, de discussions et de confrontations de points de vue. Ça c'est très trekien, je trouve, dans l'idée. Bon bref, Insurrection, à nouveau, les gens discutent beaucoup. Parlent de leurs rêves, de leurs espoirs, de leur façon de voir le monde. Comment ? À tel point qu'ils discutent tellement que moi j'ai dû revoir 4 fois le film avant de comprendre le lien avec les Baku, quoi, tu vois. Voilà. Parce que pour le coup, c'est un double épisode de TNG, quoi. Ouais, voilà. Donc cinématographiquement parlant. Ouais, 2-3 jolies scènes, la scène où ils ouvrent là. Mais ça fait dire James Bond aussi, t'as raison. Tu sais, la scène où les vaisseaux ouvrent leur voile solaire pour capter la jeunesse éternelle et tout. Salut Stony. Oui, bonjour Stony Bibou. Ouais, Bibou et Bibounette. Bon déménagement. Oui, mais c'est pas incroyable. Oui, c'est vrai que le final, c'est très James Bond. Ça me fait penser à GoldenEye. Oui. C'est très drôle. Ouais, les voiles solaires et c'est assez rigolo. Et puis ouais, les Baku qui veulent revenir, tout. Moi, je trouve ça. Le film, il est pas clair. Ouais, mais c'est un film très trekien, je trouve, dans l'esprit. Les méchants qui ne sont pas vraiment des méchants au final, même s'ils font des trucs affreux, tu peux les comprendre, quoi. Ce qui est intéressant dans ce film, on a déjà discuté 10 000 fois, c'est le fait que la Fédération, comme on l'avait vu dans DS9, peut être assez vite pervertie quand elle y voit son intérêt, quoi. Ouais. Et pour le coup, je trouve que c'est une perversion justifiée.
Mais bon, je suis pas certain tout de même que la fédération aurait décidé de faire ce qu'elle a fait, l'a tenté de faire avec les les Baku. Justement, je cherchais les noms des factions. Alors, c'est-à-dire les déporter carrément. Je sais pas si la fédération aurait vraiment fait ça, quoi. Alors, mais Bastien, nous dit le double épisode TNG Les Flèches du Temps a fait un super film, je pense. Oui, pourquoi pas. Eh ben, alors. D'époque un peu. Ouais. Juste, je me permets un peu d'auto-promo, Cyril, excuse-moi. Ce sera le sujet de la prochaine émission de Star Trek pour les nuls, que l'on va enregistrer jeudi sur le Discord de Star Trek pour les nuls. Tu trouveras des liens un peu par-ci par-là. Alors, on va pas parler du double épisode Les Flèches du Temps, on va parler du double épisode Gambit, la pierre de Gaul, qui ne la donne pas. Attention, je vous vois venir. J'interdis cette blague. Salut Fanny. Coucou Bibou et Bibounette du coup. Et du coup, ce sera le sujet. Est-ce que le double épisode La Pierre de Gaul, Gambit, aurait fait un bon film? Alors on me dit que mon micro est très faible. Bougez pas. Vous allez m'entendre à fond. C'est dommage après 40 minutes d'enregistrement. Non mais moi j'ai un bon son ici, hein. Mais bon, si vous voulez m'entendre bien comme il faut, je peux le faire Isiaphone Sécurité Sociale. Donc, Insurrection, c'est hyper tréquien, mais c'est pas un très bon film. Oui. Voilà, je suis pas d'accord, mais je peux comprendre la réflexion. Et on enchaîne avec Nemesis pour en terminer avec TNG. Nemesis, pour le coup, à part à nouveau le combat de Linné contre la Ki, à nouveau la réflexion sur le fait de vieillir. On voit Romulus, voilà, chose intéressante du film, on voit Romulus. Ouais, c'est de l'exploration de l'univers, mais est-ce que c'est très tréquien? Non, voilà. Du tout. Et puis, c'est indispensable, la scène de vie. Voilà, il y a la. Est-ce que quelque part Picard, c'est pas la baleine blanche de Shinzon, pardon. Bon, voilà. C'est pas le meilleur film de la saga. Hein. Non, c'est pas. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on a voulu. Bon, il y a tout le côté production. Patrick Stewart, ce qu'il a fait, et la réalisation même qui a voulu transformer Star Trek en film d'action, qui a fait que il faut aller plus vite au concept, plus vite au truc. Pour le coup, visuellement, il est très cool, quoi, ce film. Mais c'est. Voilà pour TNG. Donc TNG, c'est pas terrible niveau tréquien dans le ciné. Et on arrive à la Kelvin Timeline. Au film de J.J. Abrams. L'alternative. C'était quoi? Alternative Timeline, je sais plus. Bon, bref. Kelvin Timeline, ouais. Alors, Nemesis, il est bourré d'incohérences. Exemple, quand il trouve les morceaux d'un droïde, il ne parle à aucun cas de leur oui aussi, ouais. Exactement. Mais je crois que c'était un film qui a été écrit avec les pieds pendant le tournage. Ouais, voilà. Bon, il y a eu pas mal de changements. Après, il a visuellement, hein, comme je disais, il est très très cool. Hein, ce plan absolument incroyable avec Data Data et Before qui est filmé en un plan séquence, alors que ce sont deux acteurs différents, mais recoupés pour que ce soit le même acteur deux fois. Enfin, ça c'est incroyable. Mais bon, ça n'a rien à voir avec Star Trek. Alors, il y a Stony Bibou qui te dit: tu mets un filtre, Rémi, pour être aussi beau en vidéo, c'est troublant. Non, justement, je mets un filtre pour essayer de me rendre un peu moins beau, parce que c'est compliqué pour Cyril d'assumer de faire une vidéo face caméra avec moi en même temps. On a eu des messages, bon voilà. Alors, sachant que, vu que tu dis ça, je vais être obligé de diffuser ton compte OnlyFans et Mime pour les fans. Voilà. Il y a des photos rigolotes là-dessus. Non, Papacha, reste. La KTL. Alors, la KTL, la KTL, c'est pensé pour relancer la saga, donc c'est pensé pour amener un nouveau public qui a été éduqué au Fast and Furious, sachant que le troisième film est fait par le réalisateur de Fast and Furious, voilà. Et c'est le meilleur de la KTL, pour le coup. Et finalement, c'est le meilleur de la KTL, ouais. C'est le meilleur. Alors bon, cinématographiquement, ça dépend de ce qu'on aime, ce qu'on cherche. Si on aime le blockbuster, forcément, c'est le moins bon des trois. Mais, pour ma part, je trouve que c'est celui avec le plus d'esprit trekien. Ouais, alors après, en fait, ouais, si on n'a pas connu Star Trek, en plus, c'est intéressant parce qu'on gagne vite du temps, quoi. Les deux premiers films te font voir à peu près les trois premiers.
à la vitesse où ça se déroule, avec dans le deuxième notamment le retour de Khan aussi, beaucoup plus vite. Ils sont pas mauvais les films, ils sont très divertissants, ils sont pas mauvais. Ils sont pas Star Trek quoi. Le premier m'agace très fortement maintenant. Je l'ai revu et j'ai vraiment beaucoup plus de difficultés qu'avant. Alors que c'est probablement celui que j'ai le plus vu de la saga, parce que je l'avais vu avant de devenir fan de Star Trek. Je l'ai vu plusieurs fois même, et je l'aimais bien viteuf. Mais maintenant, c'est compliqué. C'est très en avant, on fonce et sans réfléchir, et du fan service. Le deuxième, Into Darkness, apporte un peu plus d'émotion, mais pareil, j'ai vraiment du mal, à part le travail de comme tu disais, le buddy movie, quoi. À part ce côté-là, j'ai du mal beaucoup à trouver de l'esprit Trek dedans. Alors que le troisième, dans ce côté action aussi, qui n'arrête pas, il est vachement plus Trekky, quoi. Je trouve que le troisième, Star Trek Beyond, il est vachement plus Trekky dans cette menace venue, t'as l'impression, du fin fond du cosmos, et qu'en fait est une menace intérieure, quoi. Ça, c'était intéressant. Mais bon, moi, tu vois, enfin, je trouve le film très cool, et je trouve l'idée bien, mais ça m'ennuie. Hein. J'ai l'impression qu'on n'arrive plus à avoir foi en la Fédération. Dès qu'on met la Fédération, maintenant, elle est traître, elle est complotiste, ça me fatigue. Hein, j'en ai marre. Dans les années 2010, on est dans ouais, c'est épuisant. Où on a l'impression que la politique nous aidera plus, et que les gouvernements œuvrent plus contre les gens que pour les gens. Mais ça se passe dans tous les films d'Hollywood, quoi. Ouais, non, mais oui, c'est vrai. Mais bon, vivement qu'on passe à autre chose. Papa Chat dit... C'est Sébastien qui nous dit merci pour faire de l'autopromo. Sur YouTube, apparemment, il y a une série Star Trek qui s'appelle Star Trek Projet Orlan, fait par Julien Chartier, avec une saison pour l'instant, et la deuxième saison arrive cette année. Bon, apparemment, ça reste une série amateur, mais le scénar est très Trekky, donc on ira voir ça avec plaisir. Et petit bonus, NCC Sébastien joue dedans. Tu joues un vaisseau spatial, NCC? C'était nul. Non, mais merci pour le truc. Si tu as un lien, donne-le nous, on le mettra dans la discussion, dans la description de l'émission. Je la mettrai sur le Discord aussi. C'est très très bien. Tu vas en parler sur les forums aussi, parce que c'est rare d'avoir des productions françaises de fan Trek. Il y a quelques trucs, quelques vidéos par-ci par-là, YouTube en francophone, mais on a peu de. Donc ouais, c'est chouette. Bravo. Et Papa Chat, pour revenir à Into Darkness, nous dit à la fin du 2, évidemment c'est le moment où je reçois un email, à la fin du 2, Kirk, le serment de Kirk de Captain est quand même très trekien. Oui, mais insérer un truc directement de Trek, ce que je veux dire, c'est on n'a pas la réflexion, la recherche, on prend quelque chose qui existe et on le colle devant toi, face caméra. Ouais. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question. La question, elle a été répondue. Peut-être de l'espoir avec l'avenir, parce que bon, je sais plus où est-ce qu'ils en sont là. Est-ce qu'il a été confirmé, est-ce qu'il a été annulé, le film de Noah, machin. Grand chose, tout va se jouer dans les séries maintenant, avec des univers qui se croisent, donc. Bah écoute, on aura des TV-films. Moi, tu vois, j'aimerais bien un film de 2 heures là, un téléfilm de 2 heures de Discovery, tu vois. Si c'est pour finir la série, je suis pas contre. Tu es terrible. Non, mais ou alors, tu vois, une mini-série, la section 31, là, ils arrêtent pas de l'annoncer, de l'annuler, on sait pas, ils disent rien. Plutôt que de nous faire une série, qu'ils fassent une mini-série en 5 épisodes. Voilà. Boum. Ça fait un très long film. Ça serait cool. J'ai pas entendu. Avec le gardien de l'éternité qui leur donne des missions, quoi, ça serait cool. D'accord. Ah oui, mais t'as peut-être pas vu ça encore dans Discovery, non. Quoi. Il retrouve le gardien de l'éternité, et le gardien de l'éternité envoie une partie de ce qui va être la section 31 dans le temps. D'accord. Mais le gardien de l'éternité, c'est la porte là. C'est la porte, voilà. Mais il trouve un bonhomme
Il me dit ah bon? Qui lit un journal perdu dans la pampa, quoi. Et arrive un moment, il se lève et il fait avec la voix de la série classique. Je suis le gardien de l'éternité. Et après, il y a la porte qui apparaît. Les voyageurs sont de retour. Non, franchement, l'épisode, il m'a foutu la chair de poule en plus quand il se lève et qu'il fait je suis le gardien de l'éternité. T'es là, oh merde. Et pourquoi est-ce qu'il a... Bon, bref, ouais, bon, un jour, j'arriverai à le regarder. Non, il est bien cet épisode, il fout la chair de poule en plus. Ok. Bien. Et ben, quoi d'autre? Merci pour tout. Merci à toi. Merci aux personnes qui nous ont rejoints sur le chat. Vous pouvez regarder le truc. Il y a un truc dans le podcast qui est très drôle, c'est que souvent, à la fin ou au début des émissions, les gens disent où on peut retrouver les épisodes. Alors que quelqu'un est déjà en train... Enfin, c'est comme si tu regardes quelqu'un dans la face et tu lui dis « Tu peux me retrouver chez moi ?» Ben oui, mais je suis chez toi, je suis en train de te parler, je suis en train de te... Bon, voilà. Mais si vous écoutez ce podcast au format podcast, audio, pardon, uniquement sur Galaxy Pop, eh ben, vous pouvez le voir en version vidéo sur la chaîne Star Trek Historia YouTube de Cyril. Et si au contraire vous êtes en train de regarder cette vidéo, ben, sachez que vous pouvez l'écouter au format uniquement audio sur Galaxy Pop au format podcast. Voilà. Nous sommes mi-février. Cyril, t'as des trucs prévus pour l'avenir? Dormir. Et oui, j'ai pris un peu de retard parce que j'ai changé de taf. Donc voilà, et que non content de changer de taf, je suis maintenant aussi dans une deuxième école. Donc je fais des grosses journées. Et je suis très content et je suis très fier de vous dire que je suis professeur en culture pop. Ça existe. Et je vais parler de Star Trek bientôt. Quel escroc. Bien, merci à toutes et à tous. Très bonne soirée, très bonne journée. Très bon ce que vous êtes en train de faire. C'est la Saint-Valentin. On sait ce que vous êtes en train de faire. Engage. Je crois que c'est mon pire final d'enregistrement. La pire fin, pire dégueulasse que t'as jamais fait. Et je vais la monter en capsule pour la diffuser moult fois. Ok. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.